les anciens ministres de Paul Biya et autres, très peu ont des enfants valables. C'est-à-dire des enfants capables de les remplacer eux-mêmes. Pas même de venir gérer l'État. Donc ils ont fait ça parce qu'ils se sont donné à eux-mêmes une forme d'éternité. Ils ont des enfants qui ne valent pas souvent grand-chose. Et ainsi tu verras, je connais un ministre de Paul Biya qui a arraché l'épouse de son enfant pour montrer à son enfant que tu es jeune. Ah bon? Oui, je suis vieux, mais je suis encore plus valable que toi. Et ainsi, il leur arrache les positions de pouvoir. Ils s'éternisent au pouvoir. Vous verrez donc, je ne vais pas citer quelques présidents d'Assemblée nationale et autres. Si vous leur demandez qui sont vos enfants, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Est-ce qu'à ce poste-là, ils peuvent même vous remplacer vous-même? C'est-à-dire que tu lui permets même de mettre son enfant, tu verras que son enfant ne peut pas le remplacer. Ils ont donc étendu ça sur la jeunesse en général. De l'autre côté, vous avez deux jeunesses. Vous avez une jeunesse qui est tombée dans la facilité. Parfait, vous et moi avons été en fac. Vous savez, il y avait des parents qui racontaient à leurs enfants, quand vous allez là-bas en fac, ne vous mêlez pas de politique. Oui. C'était même une instruction. C'est-à-dire que des parents ont contribué à dépolitiser leurs enfants. Ouais. Ils avaient été traumatisés par Amadou Ahidjo. Il leur disait même qu'on écoute même sur les portes de vos oreilles. Donc, si quelqu'un vous dit quelque chose concernant la politique, fuyez-le. Et ils vérifiaient que leurs enfants observaient ces instructions. Vous pensez qu'à quel moment un tel jeune, qui est en fait une loque humaine, peut donc se réveiller et commencer à avoir des aspirations politiques et autres? Non, il attend de terminer son parcours, que papa lui trouve une place quelque part, il continue sa vie calmement. Même la grande partie de l'électorat, avez-vous l'impression que les jeunes eux-mêmes soient conscients de cette force-là quand nous parlons d'une élection présidentielle? Parfait, ici, votre question, vous la formulez de bonne foi. Mais excusez-moi, elle a un vice de paralogisme. Nous faisons comme si... Il faut baisser le niveau. Moi, je ne comprends rien. Nous faisons comme si tous les jeunes se ressemblaient, d'un côté, et de l'autre côté, tous les vieux se ressemblaient. Tout à fait. À partir de là, nous biaisons l'analyse. Dans le groupe des vieux, il y a une catégorie de vieux qui s'organise pour martyriser une catégorie de jeunes. Quand cela arrive au pouvoir, ils organisent, quel que soit le pouvoir, ils organisent le pouvoir de telle sorte qu'ils l'éloignent suffisamment des aspirations des jeunes. Ils ne prévoient pas des mécanismes de remplacement. Ils travaillent dans ce sens-là. Et vous pouvez le voir. Un cas d'école, c'est le cas du Cameroun. C'est-à-dire que des gens sont arrivés et ont anticipé pour se créer une jeunesse sans étoffe. Et vous allez jusque dans leur domicile. Les anciens ministres de Paul Biya et autres, très peu ont des enfants valables. C'est-à-dire des enfants capables de les remplacer eux-mêmes. Pas même de venir gérer l'État. Donc ils ont fait ça parce qu'ils se sont donné à eux-mêmes une forme d'éternité. Ils ont des enfants qui ne valent pas souvent grand-chose. Et ainsi tu verras, je connais un ministre de Paul Biya qui a arraché l'épouse de son enfant pour montrer à son enfant que tu es jeune. Ah bon? Oui, je suis vieux, mais je suis encore plus valable que toi. Et ainsi, il leur arrache les positions de pouvoir. Ils s'éternisent au pouvoir. Vous verrez donc, je ne vais pas citer quelques présidents d'Assemblée nationale et autres. Si vous leur demandez qui sont vos enfants, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Est-ce qu'à ce poste-là, ils peuvent même vous remplacer vous-même? C'est-à-dire que tu lui permets même de mettre son enfant, tu verras que son enfant ne peut pas le remplacer. Ils ont donc étendu ça sur la jeunesse en général. De l'autre côté, vous avez deux jeunesses. Vous avez une jeunesse qui est tombée dans la facilité. Parfait, vous et moi avons été en fac. Vous savez, il y avait des parents qui racontaient à leurs enfants, quand vous allez là-bas en fac, ne vous mêlez pas de politique. Oui. C'était même une instruction. C'est-à-dire que des parents ont contribué à dépolitiser leurs enfants. Ouais. Ils avaient été traumatisés par Amadou Ahidjo. Il leur disait même qu'on écoute même sur les portes de vos oreilles. Donc, si quelqu'un vous dit quelque chose concernant la politique, fuyez-le. Et ils vérifiaient que leurs enfants observaient ces instructions. Vous pensez qu'à quel moment un tel jeune,
qui est en fait une loque humaine, peut donc se réveiller et commencer à avoir des aspirations politiques et autres. Non, il attend de terminer son parcours, que papa lui trouve une place quelque part, il continue sa vie calmement. Il y avait donc des jeunes perdus comme nous, des quartiers difficiles, sans parents. Nous, on n'avait personne pour nous donner des instructions, ne va pas dans tel mouvement, ne fais pas ceci. Nous faisions donc ce que nous voulions. Mais nous avions pour principaux adversaires une troisième jeunesse. Des gars qui avaient anticipé sur l'orientation de l'État et qui étaient foncièrement corrompus. Qui à cette époque-là déjà allaient nous trahir. C'est-à-dire, ils allaient faire ami avec les dirigeants. Ils étaient comme des indiques. C'est ce qu'ils étaient. L'État du Cameroun donc a récupéré certains d'entre eux, les a placés dans des positions particulières. Monsieur Willy Mengo, qui est très intéressant, a fait une gymnastique ici. Moi, j'aurais tellement voulu que le MRC, et là je vous le dis encore, ne devienne pas une sorte de religion dans laquelle tous les dimanches on explique un dogme. En 2018, quand tu étais candidat, tout à fait, on dit qu'il a gagné. Il avait 64 ans. Pourquoi il s'est permis d'être candidat alors qu'il n'était pas dans la tranche d'âge du MRC? C'est-à-dire 65-75. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore atteint l'âge. Je ne sais pas. J'ai un problème avec le raisonnement. Les dogmes créent dans ce genre. Il était encore immature. Je crois que c'est pour ça qu'il a perdu. Il a donc atteint 65 ans finalement. Aujourd'hui, il est à 71 ans. S'il ne gagne pas directement en 2025, en 2032, il aura dépassé la tranche qu'ils ont indiquée. Il sera donc trop vieux. Donc dans un cas comme dans l'autre, un, il est immature, deux, il est trop vieux. Ce n'est pas comme ça qu'il fallait présenter le problème. Si c'est l'école là qu'on leur donne, il faut corriger. Il faut dire que parmi les gens qui vont même de 40 à 100 ans, il y a des personnes correctes qui peuvent bien faire des choses. Parmi les jeunes, il y a des personnes incorrectes. Moi, je vous dis, parmi les jeunes qui ont été candidats là, il y en a beaucoup qui sont très incorrects. Je préférerais encore un mauvais vieux à ces jeunes-là, parce que s'ils sont présidents, tellement ils sont encore jeunes et ils sont incorrects, qu'ils nous pousseront dans la bêtise pendant très longtemps, ayant la capacité de vivre encore très bien. Je veux dire que le grand mal, c'est qu'on a réussi déjà à segmenter la jeunesse, d'une part. D'autre part, à dépolitiser une bonne partie de la jeunesse. Finalement, elle ne parle plus comme un bloc. On vous a dit, si tu peux avoir un ami, tu peux être jeune. En fait, chacun a les amis qui raisonnent comme lui. Moi, j'ai des vieux amis, mais c'est des gens éthiques. Maintenant, si tu vois un jeune soutenir un mauvais vieux, c'est un jeune sorcier. Oui, il faut le savoir. Que c'est un jeune sorcier qui soutient un mauvais vieux, parce que ce vieux aussi est sorcier, il l'a reconnu. C'est comme ça que ils ont des atomes crochés. Oui, tout ça, tout à fait. C'est pour cela que vous verrez des gens dire que même si le président ne peut plus se lever, il sera notre président. C'est des sorciers. Ces jeunes-là, c'est des sorciers que le président a identifiés et il les met en mouvement. Pareil, ces jeunes qui sont dans des partis politiques intéressants et qui essaient de forger des âges pour que ça corresponde à un seul individu. Ils disent eux-mêmes de par là que dans leur parti politique, il y a presque... Parce que le parti qu'ils incarnent ici est fait en majorité de jeunes. Le discours que Willy vient de tenir ici renvoie à dire que Sim, l'un des vice-présidents, ne peut pas être candidat. S'il n'a pas 5 ans, comment on appelle Mamadou Mokhtar ne peut pas être candidate, et Tyriane ne peut pas être candidate. Vous voyez, donc quand tu es capable d'absorber tous ces vice-présidents pour que lui seul puisse être... Est-ce qu'ils ont réfléchi avant de faire ça? Donc il vient de dire qu'il a des vice-présidents qui n'ont pas l'âge d'être président. Si par malheur, quand tu venais à mourir, ce qui peut arriver à nous tous, le MRC n'aurait donc pas parmi ses vice-présidents quelqu'un capable d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais la conjoncture qui frappe essentiellement les jeunes devrait les amener à se rendre compte qu'ils doivent eux-mêmes être là où les décisions les concernant se prennent. Et ça,
Ce n'est pas les partis politiques qui vont les y amener. La conjoncture elle-même devrait les y amener. Pourquoi des jeunes qui sortent de l'école, qui ont des difficultés à trouver de l'emploi, vont plutôt avoir intérêt à regarder les matchs de football plutôt qu'à regarder comment la gouvernance de leur pays se fait? Merci Abel Elimi Lobe. Monsieur Paul Biya, qui arrive au pouvoir étant bien jeune, avec une cuvée de jeunes, une jeune particulière, celle des années 80, elle était particulière, elle était outillée, elle était vraiment, elle avait des potentialités sur le plan intellectuel. Beaucoup sont rentrés de France avec des gros diplômes, sachant qu'ils vont accompagner un jeune qui, à un moment donné, pourra aussi poser les bases d'une alternance pour leur permettre aussi de faire valoir leur expérience de société. Malheureusement, les deux présidents jeunes, celui de 36 ans, M. Amadou Ahidjo, et celui de 49 ans, ont plutôt amplifié la conservation du pouvoir. Ils ont amplifié, posé les bases d'une longévité qui a eu une dynamique de 22 ans pour le premier président, mais 22 ans x 2 pour le deuxième président. Ça fait donc qu'on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'une candidature jeune pour l'histoire politique du Cameroun est toujours la bienvenue? Et s'il faut trancher jeunesse, c'est à quel niveau d'âge? Parce qu'en dehors de la longévité, les deux présidents ont posé les bases d'une société qui tient les distances avec l'état de droit. Très bien. Qui développe des mécanismes, parce que quand on conserve le pouvoir, on doit piétiner les lois. Donc détruire les bases de l'état de droit. Le Cameroun aujourd'hui, avec un président jeune, 49 ans, M. Biya, arrive à voir le top 10 des états tortionnaires. Le rapport n'est pas de vous, de moi, mais des experts qui ont fait le tour du Cameroun. Au dernier rapport de 2024, ont classé le Cameroun parmi les 10 pays les plus tortionnaires dans le monde. Ça, c'est le résultat d'une présence jeune. De quelle organisation? Non, le Comité international des droits de l'homme. Il a siégé aux Nations Unies en décembre 2024. Le rapport, il est là, c'est un rapport officiel de l'État. En dehors de ça, ensuite, la présidence jeune, trop jeune, 36 ans, 49 ans, nous a montré l'expérience d'une société trempée dans la corruption et le détournement des deniers publics. Le cas de la présidence de Biya est encore pire. S'il faut dérouler, ouvrir cette boîte à Pandore ici, ce studio sera peut-être un fest d'arguments qui vont peut-être nous dérouter. C'est pour dire que pour 2025, le Cameroun qui a connu, n'est-ce pas, la mauvaise expérience des présidents trop jeunes, les trentenaires, les quarantenaires, voire les cinquantenaires, pourra se faire face à des choix nouveaux. Voir un président pas trop jeune, un président pas trop âgé. La tranche d'âge 65-75 ans paraît bien équilibrée pour que on puisse dans l'expérience d'un homme qui n'a pas trop n'est-ce pas, les relents, les envolées libertés d'un jeune, ou alors le vice d'un homme trop âgé qui croit qu'il va entraîner avec lui toute une république. Donc je dis que l'histoire politique du Cameroun par rapport à la présidence jeune ou au profil jeune nous a donné un nombre d'exemples qu'on peut relater ici pour l'éclairage du plus grand nombre. Les Camerounais, je crois qu'ils ont vraiment à réfléchir là-dessus. Nous faut-il quelqu'un de trop jeune, quelqu'un de trop âgé? Et je crois que 65 ans, 75 ans, c'est l'âge le plus vraiment, le plus en vue pour qu'on soit, on ait un président qui peut nous apporter une autre expérience en dehors de la longévité et de la violation de l'état de droit. On aura constaté avec vous, lorsque vous parliez, je me suis rendu compte que le leader du MRC est justement autour de 70 ans. Ah oui. Il est autour de 70 ans. Et vous avez justement donné la fourchette 65-75 ans. D'accord. Et le leader du MRC s'y trouve. D'accord. Passons la parole à Abel Elimbi Lobe. Abel Elimbi Lobe, un candidat de 70 ans, de 80 ans et plus, peut-il parler aux jeunes et les convaincre? Oui. L'élection de Trump aux États-Unis montre très bien que les jeunes peuvent adhérer à l'effort politique d'un vieil homme. Le fait d'être jeune n'est pas un argument politique. La Bible nous dit, dans Proverbes chapitre 20, verset 29, la beauté des jeunes gens, c'est leur force. Et la splendeur des vieillards, ce sont leurs cheveux gris.
Donc la Bible nous montre que ces deux catégories sociales vont ensemble. Elles ne peuvent pas être séparées. La société a besoin de la force de travail, des capacités d'innovation. Ça se trouve dans la jeunesse. Elle a besoin de sagesse. Ça se trouve dans la vieillesse. D'ailleurs, j'ai l'habitude de vous lire ce que le roi Salomon dit, parlant de l'expérience. Quittez les personnes inexpérimentées. Il n'a pas dit que c'est les jeunes qui sont inexpérimentés. Il dit quittez les personnes inexpérimentées. Même les vieux peuvent être inexpérimentés. Donc nous venons d'entendre un argument ici qui est tiré des cheveux pour situer ses préférences ici ou là. Mais l'expérience dans le monde montre que le roi du Maroc actuel, qui est en train de développer le Maroc, c'est un jeune roi. C'est un tout petit enfant, encadré, parce que c'est un royaume là-bas, par des notables, des membres du gouvernement, qui sont des personnes de forte expérience, et c'est la jonction des deux qui donne le progrès économique et social au Maroc. On peut répéter d'autres expériences. Je voudrais dire, parce que votre question, dès le début, on commence à être un peu en déraillement. Votre question, c'est est-ce que les jeunes se retrouvent dans les différents candidats? C'est la question principale. Voilà. Et vous êtes en train de nous faire comprendre que oui. Oui, c'est-à-dire peuvent. C'est-à-dire qu'un monsieur de 95 ans peut parler aux jeunes et comprendre normalement les problèmes des jeunes et être au même niveau avec ces jeunes-là. D'abord, un monsieur de 95 ans a été jeune. La jeunesse n'est pas un statut social. Il a été jeune, mais il ne l'est plus. Oui, mais il connaît les problèmes que les jeunes ont connus. C'est comme si toi, ici, on refusait de reconnaître que tu connais les problèmes de tes enfants. Tu connais les problèmes de tes enfants, d'ailleurs mieux que eux. Pour avoir été enfant, pour être devenu leur père, qui doit leur montrer la route. Donc ces arguments sont des arguments de complaisance qui renvoient tout simplement à un fanatisme primaire. Ce qui est important pour nous, c'est de voir l'engagement politique des jeunes. Parce que aux indépendances, nous avons vu, il y avait des gens de 90 ans pendant les années des indépendances. Il ne faut pas croire que les gens de 90 ans n'existent que maintenant. Il y avait des gens de 90 ans, mais pour le cas du Cameroun, le premier président avait 36 ans. Peu importe. Alors qu'il y avait les gens de 90 ans. Oui, je suis en train de dire que ce sont les jeunes qui ont mené les combats de libération. Ce sont les jeunes qui ont mené ces combats. Et ils ont forgé, qu'ils aient 36 ans, ou bida 40 quelque chose, etc. Ils ont accumulé une longue expérience dans la lutte. Ils étaient jeunes, mais ils n'étaient pas des jeunes simplement. Ils étaient des jeunes expérimentés. Parce que Ahidjo devient député à 22 ans. Ce que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas. Ils ne le sont pas parce qu'on leur interdit de l'être. Ils ne le sont pas parce que ils ont une espèce de recul par rapport à l'activité politique. Les chiffres des inscriptions le montrent. Mais avant de vous donner les chiffres des inscriptions, je vous donne la structure d'âge de la population du Cameroun, compte tenu du dernier recensement de la population. Le rapport dit structure par âge. La population en 2010 est caractérisée par son extrême jeunesse. L'âge médian de la population est de 17,5 ans. Abel Elimi Lobé, ces statistiques au regard de la vieillesse, est-ce qu'elles peuvent véritablement encore nous aider en 2025? Oui, parce que le dernier recensement au Cameroun, il date de quelle année? Oui, tu sais très bien que partout dans le monde, en matière de population, on ne fait pas les recensements tous les ans. Je n'ai pas dit tous les ans. Oui, mais pour le cas du Cameroun, il date de quelle année? Mon problème, c'est au niveau de la fiabilité de ces résultats. C'est-à-dire il y a 15 ans, le Cameroun était probablement dans les 23-24 millions d'habitants. Maintenant, nous pouvons être peut-être dans les 33 millions ou 35. Justement, les arguments que vous utilisez, c'est eux qui crédibilisent ceux du rapport. C'est-à-dire que dans une affaire d'analyse de population, il y a ce qu'on appelle le taux de croissance, qui permet de connaître à peu près la population et sa structure aujourd'hui et dans 10 ans. Ce n'est pas nous qui inventons ça, c'est les statistiques qui fonctionnent comme cela. Donc, le rapport vous dit que l'âge moyen se situe entre 22,1 ans.
la population ayant moins de 15 ans représente 43,6% de la population totale. Tandis que celle de moins de 25 ans, et c'est ça qui m'intéresse, représente 64,2%. Il faut signaler que la population des personnes de plus de 60 ans n'est que de 5%. Or, regardez les inscriptions sur les listes électorales. 20 à 35 ans, parce que vous savez qu'on s'inscrit à partir de 20 ans. Les gens qui ont de 20 à 35 ans, ils sont 2 607 321 sur les 7 845 622, c'est-à-dire 33,3%. Ça montre que nos jeunes ne s'intéressent pas. C'est eux qui auraient dû être les plus nombreux dans le fichier électoral. Ceux qui ont de 36 ans en montant, ils sont 5 238 301 personnes. Donc, nos jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à la chose politique. Autant ils ne s'intéressent pas globalement à la chose politique, autant il ne faudra pas être surpris qu'ils ne soient pas les plus portés vers le choix de tel ou de tel ou de tel. Ils sont beaucoup plus portés à regarder le football, ils connaissent les noms de tous les footballeurs, ils connaissent les noms de tous ceux qui participent à la distraction, et une certaine façon de gouverner a aidé à arriver à cette situation. N'avez-vous pas l'impression que, si nous restons au niveau de votre constat, M. Abel Elimbi Lobé, que si les jeunes au Cameroun ne s'intéressent pas beaucoup à la chose politique, c'est parce que les vieillards ont justement bloqué cet aspect des choses. Les jeunes sont obligés de parler de football. Il y a une école qui voudrait présenter les choses comme cela. Mais je rappelle que le parti au pouvoir, c'est l'un des rares partis qui a un mouvement de jeunes qui fonctionne. Sans les jeunes. Un mouvement de jeunes sans les jeunes. Peut-être tu peux avoir raison parce que... Peut-être. Les jeunes là-bas, c'est Bengo, non? Peut-être les jeunes dans ces mouvements-là, ils restent là longtemps. Ils deviennent... Donc, ils restent là longtemps. Mais, structurellement, il a un mouvement de jeunes. Je te rappelle que quand je suis dans le SDF, et là tu as parfaitement raison, les gens comme les gens Michel Nietzsche, c'est eux qui ont empêché le secrétaire général, Madame Elisabeth Tamadjon, de structurer un mouvement de jeunes dans le SDF. Ils ont empêché ça. Donc il y a ça. Ce que tu viens d'évoquer, il y a une forme de vieillard, de vérité dans ce que tu dis. Très bien, il y a une partie, on ne peut pas prendre ton argument, le jeter complètement. Mais la conjoncture qui frappe essentiellement les jeunes devrait les amener à se rendre compte qu'ils doivent eux-mêmes être là où les décisions les concernant se prennent. Et ça, ce n'est pas les partis politiques qui vont les y amener. La conjoncture elle-même devrait les y amener. Pourquoi des jeunes qui sortent de l'école, qui ont des difficultés à trouver de l'emploi, vont plutôt avoir intérêt à regarder les matchs de football plutôt qu'à regarder comment la gouvernance de leur pays se fait? Merci Abel Elimbi Lobé.